Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi, je reviens pas de Apex. Apex est un jeu de stratégie épique dans lequel vous prenez les commandes d'une civilisation interstellaire en quête de domination galactique. Êtes-vous prêt à conquérir l'univers? Apex est un jeu de Julien Vaucanson et illustré par Véronique Megnaud. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des durées de partie de 30 à 60 minutes à partir de 10 ans. Le jeu est édité par Borderline Edition. Le jeu allie simplicité et profondeur stratégique. Dans Apex, vous allez devoir gérer votre civilisation, explorer de nouveaux secteurs, développer votre technologie et mener des batailles contre vos rivaux afin d'accumuler des points de victoire. Chaque décision compte et les choix stratégiques que vous ferez auront un impact sur le reste de la partie. À la fin de la partie, c'est celui qui aura réussi à combiner expansion, technologie et victoire militaire et qui aura le plus de points de victoire qui remportera la partie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous parler un petit peu du background du jeu qui est très intéressant. Ensuite, je vous parlerai des règles et je vous donnerai mon avis sur ce jeu. Les jeunes civilisations, encore confinées à leur planète natale, s'imaginent souvent être seules dans l'univers. Pourtant, la galaxie regorge de formes de vie aux morphologies étonnantes et a donné naissance à des civilisations d'une incroyable diversité. Cependant, rares sont celles qui survivent assez longtemps pour maîtriser le voyage à la vitesse de la lumière. Beaucoup s'effondrent avant d'atteindre ce stade, victimes de conflits internes ou d'événements destructeurs. Celles qui y parviennent sont, par nature, les plus redoutables. Elles ont su s'imposer par la guerre, l'intrigue politique, la domination économique ou une avancée technologique révolutionnaire. Si la galaxie est vaste, elle ne l'est pas assez pour accueillir plusieurs empires en pleine expansion. Inévitablement, ces puissances entrent en conflit, chacune aspirant à la suprématie galactique. Dans cette lutte pour le contrôle des étoiles, un atout majeur distingue les civilisations les plus avancées: la maîtrise des mystérieux portails disséminés à travers l'espace. Ces anomalies permettent aux flottes de traverser instantanément des distances autrement infranchissables. Leur origine demeure inconnue, vestige d'une civilisation disparue d'une technologie inégalée. Leur usage, bien que relativement simple, exige une énergie colossale, un prix que les empires sont prêts à payer pour s'assurer la domination galactique. Et dans le jeu, vous avez donc rencontré plusieurs civilisations. Vous avez les humains ici. Après des millénaires d'histoire marquées par la destruction autant que par la création, les humains ont su bâtir une société harmonieuse. Après des millénaires d'histoire marquées par la destruction autant que par la création, les humains ont su bâtir une société harmonieuse sur les vestiges de leur passé belliqueux. Aujourd'hui, ce n'est plus la quête de pouvoir ou de gloire qui les anime, mais une soif inlassable de créativité sous toutes ses formes. Les humains se distinguent par leur ouverture et leur volonté à favoriser les échanges culturels et artistiques à travers la galaxie. Bien que la diplomatie soit devenue leur principal atout, leur héritage guerrier leur a laissé les moyens de se défendre dans les conflits les plus intenses. Leur prodigieuse maîtrise des ondes leur permet aussi bien de composer des symphonies cosmiques que de voyager à vitesse lumique, ou de concevoir des armes d'une puissance redoutable. Quant à la Terre, maintes fois ravagée par des cataclysmes, elle est aujourd'hui un immense terrain d'expérimentation artistique, où l'on tente de restaurer la richesse de son écosystème d'antan. Vous avez également les dragonites. Les dragonites sont des êtres vaporeux formés d'un enchevêtrement complexe de surfaces bidimensionnelles aux formes en perpétuel changement. Leur physiologie comme leur psychologie reste un mystère pour les autres espèces. Leur société est rigoureusement structurée en castes indépendantes, chacune ayant une fonction spécifique et complémentaire. Un dragonite naît dans une caste et n'en change que dans de rares circonstances. Dépourvus de corps tangibles, ils interagissent avec leur environnement grâce à une technologie gravitationnelle avancée, qui leur confère une précision et une maniabilité inégalées. Leurs vaisseaux, d'une rapidité fulgurante, leur ont permis de rivaliser avec les plus grandes puissances galactiques malgré leur origine lointaine. L'astre qu'ils habitent actuellement, une géante gazeuse transformée en générateur d'énergie titanesque, est-il leur monde natal ? Nul ne le sait. Mais cette adaptation radicale témoigne de leur ingéniosité et de la singularité de leur civilisation. Vous allez également retrouver les Nimerles. Ils forment une civilisation unique, composée de multiples formes de vie minérale en symbiose. Leur coévolution a donné naissance à une structure orthogonale, forgeant des relations interdépendantes d'une complexité inégalée. Chaque individu joue un rôle précis au sein de leur société, où les décisions collectives sont prises selon des règles strictes, garantissant l'équilibre et l'efficacité. Leur technologie repose sur ces mêmes principes de symbiose, leur permettant de développer une industrie d'une productivité extraordinaire. Leur expansion, méthodique et implacable, transforme progressivement le cœur de la galaxie, intégrant chaque monde conquis à leur vaste réseau économique. Toutefois, les espèces locales ne sont jamais éradiquées, mais plutôt intégrées et assignées un rôle au sein de leur civilisation. Leur esthétique est marquée par des structures cubiques, motifs omniprésents dans leur construction, et qu'ils aspirent à répandre dans toute la galaxie. Leur planète d'origine a été intégralement remodelée en une gigantesque usine planétaire, mais sans jamais effacer les formes de vie qui l'habitaient autrefois. Chacun y a trouvé sa place dans leur prodigieuse machine économique. Vous avez également les Shirei, ce sont des insectoïdes redoutables. Ils fonctionnent comme un unique super-organisme. Après avoir totalement parasité leur planète, ils ont tourné leur appétit expansionniste vers la galaxie entière. Leur développement fulgurant s'est accompagné de l'émergence d'une technologie organique rudimentaire mais terriblement efficace, rivalisant avec les plus grandes puissances galactiques. Chacun est un combattant absolu, entièrement dévoué à la ruche et prêt à tous les sacrifices. Leur capacité à générer des hologrammes hypnotiques leur permet de communiquer instantanément entre eux et à l'occasion de manipuler d'autres espèces. Grâce à ce réseau, leur reine centralise toutes les informations à disposition de la ruche, orchestrant leur action avec une précision tactique inégalée. Leur planète a été entièrement absorbée par la ruche, transformée en une extension organique de leur société. Bien que leur reine demeure
un centre de commandement, la véritable conscience collective des Shiraï réside dans leur réseau holographique qui leur a permis d'agir comme un seul et même être à l'échelle galactique. Nous avons également les Nagaritakas. Ils comptent parmi les plus anciennes civilisations interstellaires de la galaxie. Au fil de leur longue histoire, ils ont façonné leur propre physiologie et leur environnement dans une quête incessante de perfection et d'élégance. Cet idéal se reflète dans leur technologie sophistiquée, aérienne, épurée et redoutablement efficace. Fiers et élitistes, ils méprisent les autres civilisations, qu'ils jugent grossières et chaotiques. Cependant, l'essor des jeunes empires rivaux et la menace croissante qu'ils représentent les ont contraints à sortir de leur isolation. Bien qu'ils n'aient pas connu la guerre depuis des millions d'années, ils restent les héritiers d'une tradition martiale presque aussi ancienne que la galaxie elle-même. D'une patience inébranlable, ils entrent dans le conflit galactique avec un perfectionnisme implacable, transformant chaque bataille en une œuvre d'art létale. Leur planète natale est une véritable merveille, semblable à un jardin céleste façonné avec minutie. Chaque mer, chaque montagne, chaque créature qui l'habite est le résultat d'un travail millénaire d'orfèvre biologique où rien n'a été laissé au hasard. Et finalement, le dernier peuple, ce sont les Cyréades. Ce sont de minuscules organismes aquatiques dont les capacités cognitives individuelles sont limitées. Cependant, grâce à un mode de communication bioélectrique, ils fonctionnent comme un vaste réseau neuronal atteignant collectivement une intelligence et une puissance de calcul prodigieuse. Ce système unique leur a permis de bâtir un empire expansionniste extrêmement dense, où chaque décision résulte d'une concertation entre des milliards d'individus. Bien que leur civilisation soit souvent perçue comme primitive, son économie est sans doute la plus optimisée de toute la galaxie, régie par des modèles d'une précision absolue. Leur manque d'individualité freine la créativité de leur technologie, souvent rudimentaire dans sa conception. Mais leur nombre écrasant et l'échelle colossale de leur infrastructure compensent largement ce défaut. Leur monde natal est un océan planétaire recouvert de cités sous-marines, véritable centre de calcul parcouru de flux bioélectriques. À la surface, d'immenses spires émergent des eaux, témoignant de la puissance collective de cette civilisation singulière. Alors maintenant, on va parler du jeu, je vais vous présenter un petit peu le matériel, puis après on parlera des règles. Chaque civilisation comprend un plateau de civilisation, un secteur d'origine, 20 pions vaisseaux, 3 pions colonies et 4 pions évolution. Chaque civilisation possède une colonie permanente sur son secteur d'origine. Elle fonctionne comme une colonie classique, à l'exception qu'elle ne peut jamais être détruite. Les colonies, quant à elles, servent de base pour produire de nouveaux vaisseaux, elles ne peuvent pas se déplacer. Elles ne sont détruites qu'en cas de bataille. Pour les cartes, vous avez ici un indice et différentes stratégies. La stratégie A est la guerre, elle permet de déclencher des batailles. La stratégie B est l'évolution, pour augmenter l'évolution. La stratégie C est la colonisation, cela vous permet de placer un pion colonie sur un secteur. Et la stratégie D est l'expansion, pour effectuer différentes actions sur lesquelles je reviendrai plus tard. À 2 ou 3 joueurs, vous allez retirer certaines cartes du paquet. Les vaisseaux constituent le gros des forces de chaque civilisation. Ils peuvent se déplacer, peuvent être détruits par une bataille, une conversion ou une embuscade. Les colonies sont les bases d'une civilisation qui peut produire de nouveaux vaisseaux. Pour la mise en place, vous allez commencer par composer la galaxie. Vous tirez aléatoirement 4 secteurs neutres par joueur, puis vous les installez face visible, conformément à un schéma que vous retrouvez dans le livret de règles. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le joueur le plus jeune, chaque joueur choisit une civilisation. Il prend le plateau correspondant et place son secteur d'origine sur un des emplacements prévus. Ensuite, chaque joueur récupère tous les pions associés à sa civilisation. Ensuite, chaque joueur va placer sur son secteur d'origine le nombre de pions vaisseaux qui est indiqué sur son plateau. Il place ses 4 pions évolution sur les échelles évolution de son plateau au niveau 0, sauf si un autre niveau est entouré, auquel cas, il place les pions évolution au niveau spécifié. Par exemple ici, c'est entouré, donc ça commence là. Chaque échelle d'évolution représente le progrès technologique dans un domaine donné pour chaque civilisation. L'indice sur chaque échelle peut augmenter au cours de la partie jusqu'à un maximum de 5. Ici la production, c'est un bonus pour produire plus de vaisseaux lors de la stratégie expansion. Ici le mouvement, c'est un bonus pour déplacer davantage ces vaisseaux lors de la stratégie d'expansion. L'influence quant à elle est un bonus pour contrôler les secteurs et donc aussi pour les actions de conversion. Et ici l'armement, c'est un bonus lors de la stratégie guerre et uniquement lors de cette stratégie. Comment se passe une partie ? Une partie se compose de 3 âges. À la fin des 3 âges, on compte les points de victoire accumulés par chaque joueur. Le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de pions sur des secteurs qui l'emporte. Comment gagner des points de victoire ? Un joueur gagne ses points de victoire grâce à 2 axes. Grâce au secteur qu'il contrôle à la fin de chaque âge et lorsqu'il remporte des batailles. Les points de victoire sont représentés par des jetons de différentes valeurs. Un joueur va contrôler un secteur si au moins un de ses pions, vaisseau ou colonie, s'y trouve, y compris la colonie sur son secteur d'origine. Un seul joueur peut contrôler un secteur à la fois. Si plusieurs joueurs possèdent des pions sur le même secteur, on compte les pions présents, ainsi que l'influence du joueur. Et le joueur avec le score le plus élevé contrôle le secteur. Si plusieurs joueurs ont le même score, personne ne le contrôle. Par exemple, imaginons que nous soyons dans cette situation-là. Ici, le joueur a 2 plus 0 d'influence, il resterait à 2. Et ici, il y a 1 plus là-bas le 4 d'influence, 5. C'est ce joueur-là qui contrôle le secteur. Au début de chaque âge, les cartes stratégie défaussées sont mélangées. Ensuite, chaque joueur reçoit 6 cartes, 5 pour une partie à 6 joueurs, face cachée. Les cartes restantes sont ensuite défaussées. Ensuite, on résout 5 tours de jeu. Les cartes inutilisées sont défaussées à la fin de ces 5 tours.
Et à la fin de chaque âge, les joueurs comptent leur point de victoire. Chaque joueur va donc gagner un point de victoire par secteur contrôlé. Il y a une différence lorsque vous jouez à 2. Lors d'une partie à 2 joueurs, chaque joueur se va distribuer 10 cartes au lieu de 6. À chaque tour, lorsque les joueurs choisissent une carte à jouer, chaque joueur doit aussi choisir une autre carte de sa main à défausser. Le jeu propose également un monde d'exploration. Dans le monde d'exploration, la galaxie est encore un territoire inconnu à explorer. Lors de la mise en place des secteurs neutres, ils sont placés face cachée. Et dès qu'un pion est déplacé pour la première fois sur un secteur encore face cachée, ce secteur est immédiatement révélé face visible. Comment se passe donc un tour de jeu? Au début de chaque tour, tous les joueurs choisissent secrètement une carte de leur main. Ils placent la carte face cachée devant eux, en pointant vers le centre de la table, le côté correspondant à la stratégie qu'ils veulent jouer. Par exemple, c'est à moi de jouer. Si je veux jouer cette stratégie, je joue comme ceci la carte. Si je veux jouer cette stratégie, je la jouerai comme ceci. Ensuite, tous les joueurs révèlent leur carte simultanément. Une fois la carte révélée, ils ne peuvent pas changer de stratégie et doivent garder le côté de leur carte qui pointe vers le centre de la table. Comme je vous ai expliqué, sur les cartes, il y a plusieurs stratégies. Les stratégies vont être résolues dans l'ordre suivant. D'abord la guerre, puis l'évolution, puis la colonisation, puis l'expansion. Si plusieurs joueurs choisissent la même stratégie, les joueurs agissent dans l'ordre croissant des indices, que vous retrouvez ici. Cela signifie que le joueur ayant l'indice le plus bas avec une stratégie donnée joue en premier. Une fois la stratégie choisie jouée, c'est au tour des joueurs ayant opté pour la même stratégie. Si par exemple on avait été dans cette situation-là, on a joué la même stratégie, c'est le 3 qui agira en premier. À la fin d'un tour, chaque joueur défausse ses cartes stratégie utilisées durant le tour. Ensuite, chaque joueur passe ses cartes restantes à son voisin. De gauche lors des premiers et troisième âges, de droite lors du deuxième âge. Par exemple, imaginons que nous soyons dans cette situation-là. Les joueurs ont choisi leur carte, ils la révèlent tous. On regarde vers le centre de la table. On commence par résoudre la stratégie A, puis la B, puis la C, puis la D. Et s'il y a égalité, par rapport à ce chiffre-là que l'on décide. Comment se passent les différentes stratégies? La stratégie de guerre. Lorsqu'un joueur choisit la stratégie de guerre, il a la possibilité de déclencher une bataille sur chaque secteur où se trouve au moins un de ses pions et au moins un pion adverse. Il peut choisir de déclencher plusieurs batailles sur plusieurs secteurs pendant un même tour, et ces batailles sont résolues séparément, l'une après l'autre. Un joueur, par contre, n'est jamais obligé de déclencher une bataille, même s'il est en mesure de le faire. Chaque joueur, présent sur un secteur de bataille, compte ses pions, vaisseaux et colonies. Il ajoute à ce total sa valeur d'armement. Le score total de chaque joueur est donc nombre de pions plus valeur. Le joueur avec le score le plus élevé remporte la bataille. Le joueur gagnant détruit tous les vaisseaux et colonies des autres joueurs présents sur le secteur. Je vous rappelle, la colonie de départ ne peut jamais être détruite. Le joueur gagnant conserve ses pions en fonction de la différence entre son score et le score plus élevé parmi ses adversaires. Par exemple, si ici il se passe une bataille, ça ferait 1, 2 et 3, et 1, 2, 3 et 4. Donc c'est celui avec 4 qui gagne. Et comme là il y a un seul adversaire, il y a une différence de 1, lui perdrait tous ses vaisseaux, et lui en perdrait un, car c'est la différence. Lorsqu'il y a des pions à détruire, on détruit en priorité les vaisseaux. En cas d'égalité de score entre plusieurs joueurs pour déterminer le gagnant, personne ne remporte la bataille. Tous les pions présents sur le secteur sont leur détruits. Et le joueur qui remporte la bataille gagne un point de victoire pour chaque secteur où il remporte une bataille. Même si la colonie d'origine ne peut pas être détruite, un joueur peut toujours remporter une bataille sur le secteur d'origine d'une autre civilisation. Il ne faut pas sous-estimer la guerre, bien qu'il soit tout à fait possible de gagner sans faire la guerre, cette stratégie peut donner un avantage décisif. La guerre peut éliminer des adversaires et réduire leur influence, tout en permettant de prendre le contrôle de nouveaux secteurs. Cependant, les pertes peuvent être lourdes, notamment pour vos vaisseaux, ce qui peut ralentir votre progression si vous ne gérez pas bien vos batailles. Ensuite, la stratégie B, la stratégie d'évolution. Lorsqu'un joueur choisit la stratégie d'évolution, il augmente de 1 niveau l'évolution indiquée par sa carte stratégie. Il y place alors le pion évolution correspondant sur son plateau joueur. Le niveau d'une évolution ne peut pas dépasser 5. Si l'évolution est déjà à 5 et que vous jouez une carte évolution, une stratégie évolution qui correspond, elle n'a aucun effet. Une civilisation peut cependant dépasser le niveau 5 en influence ou en armement grâce à des colonies ou grâce à d'autres bonus, mais pas l'évolution en elle-même. La stratégie C est la colonisation. Lorsqu'un joueur choisit la stratégie colonisation, il a la possibilité de placer une colonie sur un secteur qu'il contrôle, à condition qu'il ne possède pas encore de colonie sur ce secteur. Il ne peut pas y avoir plus de 4 colonies au total, y compris la colonie de votre secteur d'origine. Vous avez 3 pions plus votre colonie. Là par exemple, il contrôle. Ce joueur-là pourrait décider de coloniser. Chaque colonie permet aux joueurs de bénéficier d'un bonus spécifique sur chaque secteur où elle se trouve. Cela peut être des actions de mouvement en plus, des actions de production et tout ce genre de choses. Et finalement, la stratégie D, la stratégie d'expansion. Lorsqu'un joueur choisit la stratégie d'expansion, il peut effectuer toutes les actions indiquées sur sa carte stratégie, plus celles correspondantes à ses niveaux d'évolution et à celles liées à ses colonies. Certaines actions sont spécifiques à cette stratégie et permettent de se déplacer, produire des vaisseaux ou même interagir avec les joueurs. Vous pouvez faire du mouvement, vous allez déplacer n'importe quel nombre de vaisseaux se trouvant sur un seul secteur vers un secteur directement adjacent. Vous allez pouvoir placer, avec la production, vous allez pouvoir placer un nouveau vaisseau de votre civilisation sur un secteur où se trouve une de vos colonies. L'action de portail qui va vous permettre de traverser plus rapidement la carte
vous allez pouvoir faire des embuscades, vous allez détruire un vaisseau adverse situé sur un secteur que vous contrôlez, une conversion, vous allez détruire un vaisseau adverse situé sur un secteur où vous avez au moins un pion. Donc la stratégie expansion vous permet du mouvement, de la production, de déplacer des vaisseaux avec des règles spécifiques grâce au portail, de faire une embuscade et de faire de la conversion. Et toutes ces actions peuvent être effectuées dans l'ordre choisi par le joueur. Et vous retrouverez ici les différentes icônes dans le livre de règles pour la stratégie expansion. Donc vous jouez comme ceci jusqu'à la fin du 3e âge et le joueur avec le plus de points à la fin du 3e âge remporte la partie. Je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. Au début de chaque tour, vous allez jouer une carte face cachée en indiquant vers le centre de la table la stratégie que vous voulez faire. Ensuite, chaque joueur va révéler ses cartes. On va résoudre les stratégies dans l'ordre guerre, évolution, colonisation, expansion. Si plusieurs ont la même stratégie, on va jouer dans l'ordre croissant des indices. Puis c'est aux joueurs qui ont choisi la stratégie suivante et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient eu l'opportunité de jouer. À la fin du tour, les cartes stratégiques utilisées sont défaussées, puis chaque joueur passe ses cartes restantes à son voisin, de gauche ou de droite en fonction des tours. On joue donc en 3 âges, et chaque âge est composé de 5 tours. Voilà pour les règles de Apex. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Le jeu offre une expérience immersive et riche, adaptée aux joueurs qui aiment les défis tactiques et la planification à long terme. À travers ses mécaniques de choix de stratégie, de gestion de ressources et de bataille, il propose une expérience de jeu dynamique et variée. Le cœur du jeu repose sur des choix stratégiques complexes à chaque tour. Chaque joueur doit choisir entre plusieurs stratégies, guerre, évolution, colonisation et expansion. Cela permet une grande variété d'approches et chaque partie peut prendre des tournants imprévisibles en fonction des décisions prises par les joueurs. Les stratégies de guerre ajoutent une dimension compétitive intense, permettant aux joueurs de conquérir des secteurs et de remporter des points de victoire à travers des batailles tactiques. La résolution des batailles, basée sur la comparaison des pions et des niveaux d'armement, est simple à comprendre mais exige un raisonnement stratégique approfondi. De plus, la possibilité d'effectuer plusieurs batailles dans un même tour avec une gestion optimale des forces en présence fait de chaque engagement un moment crucial de la partie. L'évolution, quant à elle, ajoute une profondeur supplémentaire permettant de faire progresser sa civilisation dans divers domaines technologiques. Les joueurs peuvent augmenter leur influence, leur armement ou même débloquer des actions supplémentaires. Cette stratégie s'intègre bien dans le jeu, permettant de personnaliser les forces de chaque civilisation et les adapter à la situation. L'idée que les civilisations peuvent évoluer en fonction de l'avancement des autres joueurs crée un jeu de course technologique où il est crucial de choisir au bon moment pour ne pas être laissé derrière. Le système de colonisation est également très bien pensé, ajoutant une couche supplémentaire de stratégie. Placer une colonie sur un secteur permet non seulement de contrôler cet espace, mais aussi de bénéficier de divers bonus, comme des actions supplémentaires ou des points de victoire à la fin de chaque âge. Ces choix de placement sont stratégiques car chaque colonie peut donner des avantages uniques, mais aussi des risques si le secteur est attaqué. Enfin, la stratégie d'expansion fait appel à des actions multiples comme le mouvement et la production, pour augmenter le nombre de vaisseaux et élargir son contrôle sur la galaxie. Elle permet aux joueurs de réagir rapidement aux situations changeantes du jeu, et la possibilité de multiplier les actions à chaque âge permet une grande flexibilité et une profondeur tactique. Le jeu est bien équilibré entre différentes stratégies, ce qui permet à chaque joueur d'avoir plusieurs options pour prendre l'avantage. Chaque choix a des avantages et des inconvénients, il n'existe pas de stratégie dominante claire. La réussite dépend souvent de l'habilité à s'adapter aux actions des autres joueurs, à prévoir les tournants du jeu, et à utiliser les bons pions et évolutions au moment opportun. L'accessibilité est une autre de ses qualités. Bien que les mécaniques soient profondes et stratégiques, le temps d'apprentissage n'est pas excessivement long. Les règles sont claires, bien structurées, ce qui permet de se plonger rapidement dans l'action. De plus, la résolution des batailles, bien que stratégique, reste assez simple, ce qui permet de maintenir une fluidité de jeu. Les cartes de stratégie qui dictent les actions possibles à chaque tour ajoutent un élément de surprise et de planification. Chaque joueur doit anticiper le choix des autres, tout en prenant compte de ses propres objectifs, ce qui permet une dynamique de jeu intéressante et imprévisible. Une autre force du jeu réside dans l'interaction constante entre les joueurs, que ce soit via des batailles, la conquête des secteurs ou des actions de colonisation. Les joueurs sont en compétition directe pour le contrôle de la galaxie. Cela crée une atmosphère de tension constante, où chaque action doit être réfléchie, non seulement en fonction de ses propres objectifs, mais aussi en anticipant les mouvements de ses adversaires. Les joueurs doivent aussi décider à quel point ils veulent coopérer ou s'opposer, ce qui fait naître des alliances temporaires ou des rivalités. La possibilité de changer de stratégie à chaque tour et de s'adapter aux actions des autres renforce la dynamique de jeu. Les interactions entre les stratégies, comme les effets de la guerre sur les colonies ou l'influence sur la capacité d'expansion, sont bien intégrées et renforcent l'aspect tactique du jeu. L'aspect de gestion des colonies est une composante intéressante qui pousse les joueurs à choisir des secteurs à coloniser en fonction des avantages qu'ils peuvent en tirer. Les points de victoire attribués pour chaque secteur contrôlé et les bonus offerts par les colonies ajoutent des objectifs supplémentaires, tout en étant équilibrés pour ne pas rendre cette stratégie trop dominante. Le système de récupération de cartes entre les âges, avec l'échange entre les joueurs, permet de garder une certaine fraîcheur et un renouvellement constant dans les choix. Cela permet d'éviter que le jeu devienne trop prévisible et maintient l'engouement à chaque tour. Le jeu offre une bonne rejouabilité grâce à la diversité des stratégies possibles et à la façon dont chaque partie peut se dérouler de manière différente. Le choix de la civilisation, les stratégies choisies et l'interaction avec les autres joueurs garantissent que chaque partie sera unique. De plus, la progression sur plusieurs âges et la façon dont chaque décision impacte l'avenir du jeu assure une expérience de jeu renouvelée à chaque session. La durée de partie va varier en fonction du nombre de joueurs et la complexité des stratégies choisies. Apex réussit à combiner des profondeurs tactiques,
diversité des choix et forte interaction entre les joueurs. Il sera très apprécié des amateurs de stratégie qui aiment les défis intellectuels et les parties dynamiques où chaque décision a des conséquences. Bien que certaines parties peuvent durer en fonction du nombre de joueurs, la rejouabilité et la variété des stratégies font que chaque session peut offrir une expérience unique. Le jeu offre une expérience riche et stimulante, idéale pour les joueurs à la recherche d'un challenge stratégique à la fois flexible et intense. C'est un excellent choix pour les groupes qui aiment les jeux de réflexion avec suffisamment de complexité pour satisfaire les joueurs expérimentés tout en restant accessible pour les novices. Donc voilà pour cette vidéo sur Apex, j'espère que ça vous a plu, que ça nous a plus appris sur le jeu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!